François Claus vous informe sur Europe 1. Il est 18h33 sur Europe 1, place au débat du jour avec vous François Claus. Le débat d'Europe Soir, on a été frappé aujourd'hui par le choc de ces deux images. Un président de la République au-dessus qui prend de l'altitude au pic du Midi dans tous les sens du terme, à 850 km du palais de l'Élysée, et pratiquement au même moment le pivot de cet Élysée, le secrétaire général, monsieur Alexis Kohler, qui se retrouve légalement devant les caméras de télévision face au quasi-tribunal de cette commission d'enquête au Sénat. D'un côté, on le sent, avec un Parlement qui se rebelle, un Parlement rétif, et de l'autre, un président qui continue à vouloir prendre de la hauteur et qui parle de tempête dans le verre d'eau. Ce que cette affaire Benalla révèle de nos institutions, de notre régime, c'est le thème du débat du soir. Je suis heureux d'accueillir dans ce studio monsieur Jean-Philippe Derosier. Bonsoir. Vous êtes constitutionnaliste, vous avez un blog, La Constitution décodée, et vous publiez un livre, L'initiative de la loi, chez LexisNexis, comme éditeur, qui se rapproche de notre thématique du soir. On aura l'occasion d'en parler. Nous sommes en ligne également, puisqu'il est à Madrid, aux côtés du président, avec notre confrère François-Xavier Bourmeau. Bonsoir François-Xavier. Bonsoir François. Vous êtes grand reporter au service politique du Figaro. Vous avez suivi ce qu'on doit appeler maintenant l'affaire, avec un grand A depuis le début. Et on va évidemment avoir votre sentiment, vous qui êtes au plus près du président de la République. Puis avec nous en ligne également Jérôme Fourquet. Bonsoir monsieur Fourquet. Bonsoir. Politologue, directeur du département opinion de l'Institut de sondage IFOP. Monsieur Derosier, j'ai envie de vous dire, est-ce que cette 5e République, est-ce que ce régime d'hyper-présidence n'avait pas besoin finalement d'une bonne petite affaire pour que le secouer un peu et en montrer les limites, les difficultés, les carences ? Ou les atouts. Ou les atouts. Parce que, effectivement, on parle souvent d'hyper-présidence, mais on voit que le Parlement peut tout à fait avoir du pouvoir et l'exercer. Actuellement, il y a eu un dysfonctionnement visiblement au sommet de l'État et le Parlement exerce son pouvoir de contrôle de façon extrêmement rapide. Il a été très réactif. Au cours d'une période où habituellement les parlementaires sont en bout de course, ils ont envie de partir en vacances, donc tout s'essouffle un petit peu, mais là ils ont été extrêmement réactifs, ils ont pu trouver la solution à l'impossibilité légale de créer tout de suite une commission d'enquête. Oui, on était en session extraordinaire. Donc ils sont en session extraordinaire et donc ils ont trouvé la possibilité de se doter des pouvoirs d'enquête au sein d'une commission classique qui est la commission des lois, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Et tout cela s'est fait extrêmement rapidement, en une semaine, et donc là le Parlement exerce pleinement son pouvoir de contrôle. Alors en même temps il exerce avec un certain nombre de limites, puisqu'on a appris cet après-midi que monsieur Larrivé, co-rapporteur de cette commission à l'Assemblée nationale pour les Républicains, et finalement l'ensemble de l'opposition dénonce une mascarade et va boycotter la suite des travaux. À l'Assemblée nationale. Au Sénat, effectivement, et c'est là où l'on voit d'une part la distinction entre les deux chambres et les limites de cette possibilité pour une commission permanente de se doter des pouvoirs d'enquête. Au Sénat, disais-je, le président, c'est Philippe Bas, qui n'exerce pas par ailleurs les fonctions de rapporteur, et là on avait un peu un mélange des genres avec la députée Yaël Braun-Pivet, qui était présidente et co-rapporteur. Philippe Bas, donc, lui, n'est pas au soutien du gouvernement, et donc il n'y a pas ce conflit d'intérêts, au moins ce soupçon de conflit d'intérêts qui a conduit Guillaume Larrivé à dénoncer les blocages au sein de la commission des lois et le refus de sa présidente et les députés La République En Marche à procéder à des auditions que les autres parlementaires demandaient. Parce que dans une vraie commission d'enquête, le président serait normalement dans l'opposition et le co-rapporteur la majorité. C'est classiquement le cas. Pour que la démocratie fonctionne de manière un petit peu plus fluide. François-Xavier Bourmeau, le président de la République a passé une journée, on va dire c'est un message qu'il a envoyé à l'ensemble du pays. Il disait « je suis responsable devant le pays ». Il est allé serrer des mains à 850 km de Paris, au pied des Pyrénées, avant d'aller traiter des grandes questions de migration européenne. Son agenda, son attitude était une forme de réponse à la bataille parlementaire en cours. Oui, c'est Emmanuel Macron comme si de rien n'était. En fait, lui, il essaye d'imposer la vision que cette affaire-là, en fait, comme il l'a dit d'ailleurs quand il était dans les Hautes-Pyrénées, que cette affaire-là n'est qu'une tempête dans un verre d'eau. Donc, il reprend le cours normal de son agenda, car en fait, était assez peu modifié puisqu'il a juste annulé sa présence sur l'étape du Tour de France, en fait. Et donc là, il retourne. Il va arriver d'ici peu à Madrid, où il va reprendre la question dossier délicat des migrants, et ensuite une deuxième étape au Portugal. La première fois qu'il visite ces deux pays
pays dans son mandat. Mais ça ne Deux l'empêche pays à pas, gauche, au passage, qui ont basculé à gauche, en Europe. Voilà, oui. Macron, c'est le en même temps, c'est se faire des amis aussi. Non, mais très clairement, vous avez senti dans le suivant de près que il a refusé d'entrer dans une forme de ce qu'il ressentait comme un piège. Oui, parce qu'il voyait bien, lui, depuis le début de l'affaire, que l'Élysée a couru pendant une semaine après tous les ballons. C'est la première fois depuis le début de son mandat, par exemple, qu'on voit l'Élysée faire 4 démentis en 4 jours quasiment. Ils n'arrivaient pas à rattraper cette histoire, ils n'arrivaient pas à la reprendre en main ou essayer de reprendre le fil. Là, on voit que depuis quelques jours, ils ont mis en place une stratégie qui consiste à circonscrire la crise, essayer de la circonscrire au sein de l'Assemblée nationale, dans les commissions d'enquête, à envoyer le Premier ministre Édouard Philippe répondre aux parlementaires un par un, quasiment, lors de la séance des questions. Et puis ensuite, la dernière étape pour Emmanuel Macron, ça consistait à parler, s'exprimer devant les parlementaires de la majorité, devant ses troupes, mais il a fait passer des messages très clairs. Et enfin, dernière étape aujourd'hui, avec l'interview d'Alexandre Benalla dans Le Monde, qui donne sa version. Donc on a une affaire qui, au terme de cette séquence et au moment où Emmanuel Macron reprend le cours normal de ses activités, on a une affaire qui apparaît sous un autre angle, sous un autre éclairage. Jérôme Fourquet, pourtant, on peut imaginer que cette affaire, qui est finalement la première grosse affaire en un an de présidence Macron, va, quoi qu'il arrive, laisser des traces. Oui, elle va sans doute laisser des traces en termes d'image, puisqu'elle porte atteinte à des éléments constitutifs de l'image d'Emmanuel Macron, qui avait fait son succès. D'une part, la promesse d'une république exemplaire, qui est quand même entachée par les révélations autour de cette affaire. Et puis d'autre part, la distinction entre, pour reprendre la rhétorique macronienne, le vieux monde et le nouveau monde qu'il serait censé incarner, le nouveau monde politique. Or, un certain nombre des pratiques qui ont été révélées au travers de cette affaire nous renvoient quand même de manière assez fâcheuse à des choses qu'on a connues sous des précédents quinquennats et même à des choses qu'on a connues il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. Donc bien évidemment, en termes d'image, sur le long terme, il en restera des choses, il y a des traces qui seront durables. Néanmoins, les premières enquêtes qui ont été faites, les enquêtes d'opinion, je pense à celle de nos confrères d'Ipsos, montraient une chute de 4 points de la cote de popularité d'Emmanuel Macron, ce qui est somme toute assez peu. Alors c'est une chute qui intervenait alors même qu'il était déjà dans un étiage relativement bas. Mais il faut être prudent et peut-être considérer que, pas complètement à l'instar d'Emmanuel Macron, mais qu'il y a eu un surinvestissement médiatique autour de cette affaire et que l'impact sondagier sera peut-être un peu moindre sur la cote de popularité du président que certains auraient attendu ou espéré. Donc il faut être prudent parce qu'il y a d'autres enquêtes en cours, d'autres sondages, on verra ce qu'il en sera. Visiblement, c'est la corde qu'il joue d'ailleurs aujourd'hui, disant j'ai passé 1 heure à Bagnères de Bigorre, personne ne m'a parlé de l'affaire. Bon, c'est de la communication, on le sait. Jean-Philippe de Rosier, est-ce qu'il faut voir dans cette affaire tout simplement la revanche du Parlement ? Un Parlement, on le sait, avec les ordonnances dès le début sur la réforme du Code du travail, puis les réformes au pas de charge dans la foulée, qui a été dévitalisé de son rôle habituel, qui là a eu pour la première fois, je ne vais pas dire un os à ronger, mais qui a pu se battre sur des principes institutionnels et qui saisit l'occasion totalement. Pleinement, un Parlement, c'est représenter, légiférer et contrôler. Et trop souvent, on nommait ce 3e volet de la mission parlementaire qui est le contrôle. Et actuellement, on est en plein dans ce contrôle. Lorsque l'on dénonce la faiblesse du Parlement, en réalité, c'est la faiblesse des hommes qui le composent, qui ne se saisissent pas des pouvoirs dont ils disposent. C'est une célèbre phrase de Guy Carcassonne, qui était un grand constitutionnaliste de la Ve République, qui disait cela. Et là, une fois n'est pas coutume, espérons que ça continue dans cette lancée, ils se sont saisis de leur pouvoir pour effectuer ce contrôle au nom de la nation qu'ils représentent et porter au grand jour ce qui s'est passé. Alors ils vont essayer d'établir les faits, peut-être n'y parviendront-ils pas, au moins porteront-ils la lumière sur un fonctionnement de l'Élysée et l'Élysée peut parfaitement faire l'objet du contrôle. Je sais que l'on évoque parfois la séparation des pouvoirs et ceux qui viennent à l'audition des commissions d'enquête
et membres du cabinet du président de la République rappellent souvent qu'ils sont là parce que le président de la République les y a autorisés. Il n'en est rien. Si la commission d'enquête les convoque, ils doivent déférer à cette convocation. Le seul qui est protégé ainsi, c'est le président de la République. Il y a débat autour du président. On va continuer à évoquer, Carole, les conséquences politiques, ce que cette affaire Benalla révèle de nos institutions, de notre régime. Après une courte pause, nous sommes avec Jean-Philippe de Rosier, constitutionnaliste, et son blog La Constitution décodée. Nous sommes avec François-Xavier Bourmeau, grand reporter au service politique du Figaro, et avec Jérôme Fourquet, politologue, directeur du département opinion de l'Institut IFOP. La suite du débat dans à peine 30 secondes. Restez bien avec nous. Europe 1. Une envie de Peugeot, ça n'attend pas. Vous avez remarqué, depuis que vous vous êtes offert une Peugeot 208 avec navigation 3D connectée et parc assist, votre meilleur ami s'invite chez vous tous les dimanches. Et tous les dimanches, il insiste pour vous emmener faire une partie de tennis avec votre 208. En ce moment, la Peugeot 208 est à partir de 9 990 €. Offre non cumulable sous condition de reprise de votre véhicule, prime à la conversion de l'état déduite, détails sur offre.peugeot.fr. François Claus vous informe sur Europe 1. 18h44 sur Europe 1, la suite du débat du jour avec vous, François Claus. Et surtout avec mes invités, François-Xavier Bourmeau, nous entendions Jean-Philippe de Rosier d'un côté. Est-ce que vous pensez que cette affaire peut avoir une conséquence directe sur la réforme constitutionnelle qui s'avérait être un des points forts des réformes du président Macron et qui a été déjà reportée, qui interviendra peut-être à la rentrée? Est-ce que ça va avoir des conséquences directes? Alors, vous le disiez, il y a déjà eu une conséquence, c'est que l'examen de la réforme a été reporté à la rentrée. Et si on étend même au-delà de la seule question de la réforme constitutionnelle à l'ensemble des réformes que porte ou que veut faire Emmanuel Macron, il y a une question qui va se poser à la rentrée, c'est celle de savoir si le capital politique qu'Emmanuel Macron essayait de reconstituer depuis le début de l'année, il dispose toujours du même. Il avait Notre-Dame-des-Landes, la réforme de la SNCF et Parcoursup, qui étaient trois grosses réformes dans lesquelles il a investi beaucoup de capital politique qui lui ont coûté en termes d'image, en termes de popularité. Et donc il pensait fin juin avoir réussi à remettre de l'ordre, avoir reconstitué un peu de capital politique. Sur ce, il fallait rajouter un climat allégé par la victoire à la Coupe du Monde. Donc après la Coupe du Monde, on voit Emmanuel Macron qui se dit que son capital politique... C'est l'autoroute, c'est la highway là. Voilà, qui a plus qu'à y aller. Et en à peine 3 jours, ce capital politique s'effondre complètement. Est-ce qu'il va réussir à le reconstituer au mois d'août ou à la rentrée pour lancer des réformes qui en nécessitent énormément, la réforme des retraites, la fonction publique, et la réforme de la Constitution, qui maintenant vient s'ajouter à ce programme déjà chargé? On voit qu'Emmanuel Macron a la question en tête, parce que quand il parle devant les députés lundi soir, il leur dit une petite phrase qui est passée inaperçue. Il leur dit que la deuxième année qui s'ouvre va être encore plus ambitieuse et encore plus exigeante que la première. Il le sait que dès le mois de septembre, la question de sa capacité à tenir son programme va se poser. Donc le coup de l'affaire Benalla sur la capacité à réformer d'Emmanuel Macron, on verra ça dès septembre. Dès septembre, et c'est ce qu'on essaie de décrypter ce soir. Jérôme Fourquet, est-ce à dire qu'il est très difficile de faire émerger, dans le cadre des institutions françaises, un nouveau monde? Écoutez, on voit quand même que l'élection d'Emmanuel Macron a abouti à un Big Bang sans précédent du paysage politique, donc il y a quand même un certain nombre de choses qui ont été faites. Vous regardez aussi, on parlait de l'Assemblée, des visages qu'il y a aujourd'hui à l'Assemblée, avec une entrée sans précédent de personnes qui sont issues de la société civile, des gens qui n'étaient pas des militants politiques. Donc il y a eu quand même pas mal de choses qui ont été faites. C'est ce que réclamaient d'une part les Français, tout en réclamant dans le même temps une forme de professionnalisation du métier qui manque parfois. Et l'affaire Benalla est aussi l'illustration peut-être de ça, de cette nouvelle génération qui arrive trop vite là où elle est. Alors oui et non, parce qu'on a eu des débats sur les couacs au début de la mandature, des couacs à l'Assemblée nationale, mais on a vu que cette majorité nouvelle, c'était quand même relativement rapidement mise au parfum, et que les couacs sont aujourd'hui moins nombreux, que les Français peuvent comprendre qu'il faut un temps d'apprentissage. Si on revient sur la réforme constitutionnelle, ce qui n'est pas impossible, c'est que les conséquences de cette affaire Benalla, avec la tension accrue entre le Parlement et l'Élysée, pourraient aboutir au fait que le gouvernement décide d'une solution de repli, c'est-à-dire essayer de faire passer sans réforme constitutionnelle
un certain nombre de points emblématiques qu'ils savent être en plus populaires dans l'opinion. Je veux parler notamment de la réduction du nombre de parlementaires qui n'a pas besoin d'être inclus dans une réforme constitutionnelle. Ça peut passer par d'autres modalités et éventuellement l'introduction d'une dose de proportionnelle. Donc on peut avoir une réforme institutionnelle et constitutionnelle qui soit moins ambitieuse et qui se concentre sur les points les plus consensuels. Et ça, cet ajustement de stratégie serait directement la conséquence eh bien de l'affaire Benalla qui nous occupe depuis une dizaine de jours maintenant. Consensuel peut-être dans l'opinion, pas forcément du côté des deux chambres. On va supprimer, rappelons-le, dans le projet au moins un tiers des parlementaires. Jean-Philippe Desrosiers, en fait, un an plus tard, est-ce que politiquement on n'est pas en train de vivre ce qui légitimement arrive pour un parti qui n'était pas un parti, pour un homme politique qui n'était plus un homme politique, arrivé au pouvoir de manière totalement surréaliste par rapport à l'histoire politique française? Oui, alors Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir dans les conditions que l'on sait. J'ai toujours défendu la thèse qu'il est président par accident, parce que c'est le cumul de deux faits qu'il ne pouvait pas anticiper, qui lui ont permis de devenir président, le renoncement de François Hollande et ce que l'on a appelé l'affaire Fillon. On ne va pas revenir là-dessus, mais si on enlève l'un des deux, je pense que Emmanuel Macron ne serait pas devenu président de la République. Maintenant, effectivement, moi, ce qui m'a interpellé au regard de cette affaire, avec un grand A, comme vous le dites, qui est l'affaire Benalla, qui peut-être deviendra l'affaire Macron. C'est peut-être une affaire avec un tout petit A. Au début, on a vu une bêtise d'un chargé de mission qui aboutit à une énorme affaire constitutionnelle. Il y a tellement d'éléments auxquels on n'a pas de réponse, qui sont cachés justement par l'Élysée, ou des contradictions, que ça interpelle. Mais donc, ce qui, moi, m'a véritablement interpellé, c'est l'impossibilité pour le gouvernement de gérer cette crise. Entre mercredi soir, jeudi, il manque jusqu'à dimanche matin, ils ont essayé de continuer à faire la discussion, l'examen du projet de loi constitutionnel sans y parvenir. Je crois que ça ne s'est jamais vu. C'est-à-dire qu'il y a eu 72 heures où il n'y a eu que des rappels au règlement. Ils ont été incapables d'y mettre un terme. Il a fallu le dimanche matin que le gouvernement décide de maintenant l'arrêter. C'est là où je parlais d'une forme d'expression de revanche après 4 jours d'obstruction. Petite réponse très technique sur ce que disait Jérôme Fourquet. Possibilité donc de réduire le nombre de parlementaires sans passer par une réforme constitutionnelle. Cela relève de la loi organique, le nombre de parlementaires. Donc effectivement, il ne faut pas de réforme constitutionnelle. En revanche, il faudra un accord entre l'Assemblée nationale et le Sénat, parce qu'il faut baisser le nombre de sénateurs. Donc ça nécessite l'accord du Sénat sur ce point. Et on ne peut pas baisser le Sénat sans baisser les députés. Et réciproquement, on ne peut pas baisser les députés sans baisser le Sénat. Ce serait inconstitutionnel. Et donc là, effectivement, comme ils ne sont pas exactement de même bord politique, ça peut bloquer. Ça va être un des débats politiques chauds, vraisemblablement, comme Jérôme Fourquet nous le disait. François-Xavier Bourmeau, à vous le mot de la fin du côté de Madrid. Vous avez le sentiment que pour Emmanuel Macron, la page, vous qui le côtoyez au plus proche, vous êtes à Madrid en ce moment, la page est en passe de se tourner pour lui? En tout cas, il l'espère. On a essayé d'imposer d'autres sujets, et puis naturellement, il y a d'autres thèmes qui vont s'imposer dans l'actualité. En revanche, sur le séquençage ou la crise à épisodes, il y a quand même l'épisode de la motion de censure la semaine prochaine. Il va y avoir encore d'autres auditions, Christophe Castaner. Cette séquence de Benalla, elle aura marqué l'été, ça aura été une crise de l'été, mais qui va de toute façon durablement marquer son quinquennat. C'est vraisemblablement un tournant, parce que soit il réussit à la surmonter, il continue comme avant à réformer à tombeau ouvert, soit il marque un coup d'arrêt et il renonce par exemple à la réforme constitutionnelle contre laquelle les oppositions sont très fortes et en plus, sujet sur lequel il a une opposition au Sénat qu'il ne contrôle pas. Donc il y a un point faible pour Emmanuel Macron qui est cette réforme constitutionnelle effectivement qui, s'il la rate, en tout cas montrera qu'il ne peut pas tout réussir. Ce sera l'enjeu en partie de la rentrée. Merci beaucoup messieurs de nous avoir accompagnés sur Europe 1, de nous avoir si bien éclairés. François-Xavier Bourmeau, grand reporter au service politique du Figaro. Jérôme Fourquet, bonsoir, politologue à l'IFOP. Et merci à vous Jean-Philippe Desrosiers. Vous êtes constitutionnaliste. Je répète, votre blog passionnant à suivre, la Constitution décodée. À bientôt sur Europe 1.